Dans le Mac de la Santé, aujourd'hui, on vous parle de ces personnes qui ont contracté une infection à hantavirus survenue à bord d'une croisière et on a du nouveau à vous annoncer. Oui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, soupçonne une transmission, merci, c'est la rentrée, interhumaine, c'est-à-dire d'homme à homme. On vous explique tout dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. Alors, c'est pas tout à fait la rentrée, la rentrée c'était hier, on est mardi, tout va bien. En tout cas, on est ravis de vous accueillir pour une heure d'émission en direct consacrée à votre santé et votre bien-être. Une heure durant laquelle on répond aux questions que vous nous posez et celles que vous recevez, Rim. Bonjour. Bonjour Jimmy. Vous allez répondre aujourd'hui à la question d'une téléspectatrice à propos des conserves et des bocaux en verre. Oui, exactement, on a presque tous ça chez nous, voilà, soit sous forme de bocaux, soit de conserves. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur pour notre santé? Eh bien, je vous réponds tout à l'heure. Marine L'Orphelin, bonjour. Bonjour. On parle de sport et de courbatures. Oui, assez classique, les courbatures, mais il y a quand même des solutions pour essayer de les limiter. Je vais vous expliquer. Jean-Victor Blanc, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez d'un film au casting XXL. Oui, ça réunit deux énormes stars très glamour, Robert Pattinson et Jennifer Lawrence, qui sont en couple. Mais on va le voir, c'est pas une comédie romantique. On va parler de santé mentale. Exactement, et notamment de dépression du postpartum et de psychose puerpérale. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans la petite commune d'Ivry-le-Paulin, dans la Sarthe, à la rencontre de deux médecins. Ils sont frères et ils sont venus du Costa Rica. Et vous allez voir qu'ils font littéralement la joie des patients. Nous répondrons à toutes vos questions autour des blessures de la main. À partir de quand faut-il consulter en cas de plaie de main? Faut-il aller voir son généraliste, aller aux urgences ou aller dans un centre spécialisé qu'on appelle les SOS mains? Les explications avec une chirurgienne. Nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555. Tout de suite, le journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai eu un petit centre spatialisé de Espagne, mais bon, ce sera pour notre reportage tout à l'heure dans le Pouls de la France. Pour commencer ce journal, un mot très présent dans l'actualité ces dernières heures, et ce mot, vous le voyez à l'écran, c'est hantavirus. Et vous l'avez probablement découvert avec l'histoire de ce bateau de croisière parti pour relier Ushuaia en Argentine, aux îles du Cap-Vert. Seulement voilà, au fil de la traversée, 3 personnes sont mortes, 3 décès liés à un présumé foyer d'hantavirus. Une enquête est en cours pour pouvoir l'affirmer, mais ce qui est sûr déjà, c'est que 2 autres cas sont avérés chez les passagers. Et on va vous expliquer comment est-ce qu'on peut attraper cette infection. À la base, ces virus sont présents à l'état naturel, contaminés chez les rats et les souris. Les rats et les souris vont se contaminer entre eux et le problème, c'est qu'ils vont excréter du virus, c'est-à-dire transmettre du virus au travers de 3 moyens. Le premier, la salive, deuxièmement, les urines et enfin les déjections qui vont se retrouver dans les sols et fréquemment, notamment en forêt. Le problème, c'est que si vous faites une balade à proximité ou que vous êtes dans un lieu clos contaminé par ces déjections, eh bien, les petites particules vont passer dans les voies respiratoires, vous allez les inhaler et c'est comme ça qu'on contracte en très grande partie cette infection. Les cas de morsure sont exceptionnels, c'est plutôt des petites poussières d'aérosols de virus. Et alors, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, soupçonne une transmission d'homme à homme. Et pour ce qui est des symptômes et des complications, eh bien, il faut savoir qu'ils dépendent du type d'hantavirus. Oui, au stade initial de la maladie, les symptômes sont plutôt classiques. De la fièvre, des courbatures, des maux de tête. Le problème, c'est les complications qui vont effectivement dépendre du type d'hantavirus. Alors, plusieurs types de virus. Les virus européens et asiatiques, la complication majeure, c'est ce qu'on appelle un syndrome hémorragique avec un syndrome rénal. En fait, on va avoir des saignements au niveau des gencives, au niveau du nez et de l'insuffisance rénale. La bonne nouvelle, c'est que la maladie est très rarement mortelle dans ce cas. Oui, en fait, la forme la plus grave, c'est la forme d'origine américaine. Et oui, le virus américain est responsable d'un syndrome un peu particulier qu'on appelle cardiopulmonaire, qui se manifeste par une détresse respiratoire, une atteinte cardiaque avec une mortalité assez élevée de l'ordre de 10%, et c'est cette forme qui est responsable de la transmission entre les hommes. Le problème, c'est qu'il n'existe ni vaccin, ni traitement spécifique. Il faut savoir que 149 personnes sont toujours à bord du bateau, parmi lesquelles 5 Français, et ils attendent de pouvoir débarquer.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'asthme, l'occasion de faire le point sur certaines idées reçues autour de la maladie. L'asthme, donc une inflammation chronique des bronches qui touche 4 millions de personnes en France, dont la moitié d'adultes. Alors on incrimine souvent la qualité de l'air extérieur comme déclencheur d'une crise d'asthme. Or, l'air intérieur joue également un rôle et nous pouvons y faire quelque chose. Et pour en parler, nous sommes ravis de recevoir le docteur Claire-Lyne Dupin. Elle est médecin pneumologue à l'hôpital Paris. C'est l'hôpital Paris, ce n'est pas l'hôpital Paris. À l'hôpital Saint-Joseph, c'est à Paris. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans la famille des idées reçues, quand on entend asthme, ça ne fait pas forcément peur. On se dit au pire, un petit coup de ventoline et ça repart, mais c'est une maladie potentiellement très grave. Oui, c'est une maladie potentiellement très grave. Souvent, elle est banalisée parce qu'elle est très fréquente. Tout le monde connaît un asthmatique dans son entourage, dans sa famille, dans ses copains d'école. Ça commence très tôt, l'asthme, et donc on y est confronté dès le plus jeune âge. Dans la majorité des cas, avec des traitements assez simples, effectivement, la maladie va être facilement contrôlée. Mais on a encore 1000 personnes qui meurent d'asthme chaque année en France. Et on a encore des gens qui ont une maladie particulièrement sévère, qu'on appelle l'asthme sévère, qui vont nécessiter beaucoup de traitements, beaucoup d'hospitalisation. Donc c'est loin d'être une maladie banale. Elle est très fréquente, 4 millions d'asthmatiques en France, mais elle n'est pas banale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe dans les bronches en cas de crise d'asthme? On vous a préparé une petite infographie pour être parfaitement didactique. Alors, l'asthme, c'est une maladie des tuyaux, des bronches. Donc, il faut imaginer là comme une branche qui est creuse à l'intérieur. Elle est entourée d'un muscle et l'air va passer ici, va rentrer et sortir au fur et à mesure de nos inspirations et expirations. Quand on est asthmatique, il va y avoir un épaississement de cette paroi de la bronche et ensuite on va sécréter plus de mucus, de crachat, on peut le dire comme ça, aboutissant à un calibre de passage pour l'air qui va être extrêmement rétréci. Et donc on est gêné pour respirer quand on respire dans ce petit trou, on n'est pas gêné pour respirer quand on respire dans une bronche qui fait cette taille-là. Et ce muscle qui entoure la bronche, quand on est en crise, il va se serrer, vous voyez qu'il y a un peu un effet de saucissonnage là et qui va aboutir aussi à un rétrécissement du calibre de cette bronche. On comprend assez facilement justement qu'on va avoir du mal à respirer et il est possible d'entendre au stéthoscope un bruit assez caractéristique que vous allez pouvoir entendre. Donc ça, ce bruit, ce sifflement, c'est l'air qui passe pas bien dans les bronches. Voilà. Quand on passe dans un calibre très réduit, je donne souvent l'image du périphérique parisien pour les franciliens, hein, c'est que quand on passe sur une file au lieu de 3, ça fait beaucoup de bruit, les gens klaxonnent, on va moins vite, c'est plus difficile d'arriver chez soi. L'air passe dans tous les cas, on arrive toujours au bout de la route, mais on fait du bruit. Dans un baromètre qui a été réalisé par la Fondation du Souffle avec Opinionway, on apprend que 56% des Français utilisent des bougies parfumées, des parfums d'intérieur et des encens. Quel est le rapport avec l'asthme? Le rapport, c'est la pollution, les irritants. Nos bronches, elles sont tapissées de ce qu'on appelle un épithélium, qui est une sorte de paroi. Et tout ce qu'on va respirer va arriver et irriter cet épithélium et déclencher, quand on est asthmatique, une réaction tout à fait anormale aboutissant au rétrécissement de cette bronche. Les irritants, ils sont multiples, mais notamment les parfums d'intérieur, les composés organiques volatiles, la pollution, le tabac, toutes ces choses-là vont générer une irritation de notre paroi bronchique quand on a la particularité d'être asthmatique. Au tabac, on comprend, mais les bougies, on se dit que ça fait pas de mal, ça met une petite ambiance, même l'encens, on pense que comme ça sent bon dans la maison. Ça, vous dites non, surtout, non, ça n'assainit pas l'air. Surtout pas, ça n'assainit pas l'air, ça ne rend pas l'air plus propre, hein. Le propre n'a pas d'odeur, donc si on sent une odeur, c'est que c'est quelque chose d'artificiel et qu'il y a des molécules dans l'air qui vont arriver jusque dans vos bronches, dans vos bronchioles, dans vos alvéoles et qui potentiellement vont être irritantes. Vous avez évoqué d'autres irritants, on pourrait ajouter les moisissures, les poussières, la fumée de cigarette, les produits chimiques. Qu'est-ce qu'on peut conseiller déjà à la maison? Alors, à la maison, limiter l'usage de ces produits toxiques, donc limiter les bougies, l'encens, les parfums, les sprays, tous ces produits qui vont être très parfumés. Et c'est un message le plus simple possible, c'est aérer son logement. On a tendance, en plus, quand on habite dans des grandes villes, de se dire l'air extérieur est pollué, je suis mieux chez moi, je ferme mes fenêtres. D'autant quand on est asthmatique et peut-être allergique. En cette période printanière, il y a des pollens aussi. Exactement. Mais renouveler l'air intérieur, en fait, va permettre de faire diminuer la concentration des polluants qu'on va générer dans notre air intérieur. L'air extérieur va se renouveler et donc on va moins être gêné par ces différents polluants qu'on a cités. Et pour ceux qui fument, s'ils fument à la fenêtre, est-ce que c'est OK de fumer à la fenêtre? Alors évidemment, il ne faut pas fumer, mais bon... Voilà, ma première réponse, c'est ne pas fumer du tout. Si on fume à la fenêtre, en fait, on va quand même faire rentrer de la fumée de cigarette à l'intérieur. Donc si vraiment on veut fumer, on descend.
plutôt de son logement, ou si on a la chance d'avoir un jardin, on va dans son jardin et on maintient les fenêtres uniquement pour l'air, pas pour la fumée. Et l'idéal, évidemment, de ne pas fumer. Je complète, et vous avez entièrement raison. En tout cas, est-ce qu'il faut choisir un moment privilégié pour aérer avec cette histoire de pollen et avec l'histoire de la pollution extérieure par Classiquement, on recommande d'aérer au moins 15 minutes le matin et le soir, dans des périodes où, surtout pour la pollution, c'est un petit peu moins intense qu'en cœur de journée où il y a toute une activité qui va se mettre en place dans une ville, donc plutôt le matin et le soir. On associe souvent l'asthme à une maladie des jeunes et des enfants, mais est-ce qu'à l'âge adulte, on peut devenir asthmatique à 40, 50, 60 ou même 70 ans? Oui, on peut devenir asthmatique à tout âge. On peut naître, enfin, en tout cas faire sa première bronchiolite dans les 2 premières années de vie, mais on peut aussi tout à fait devenir allergique et asthmatique quand on a 50 ans, même si personne dans notre entourage n'a été asthmatique. C'est pas la situation la plus fréquente, mais ça peut arriver. Et donc si je siffle quand j'ai 50 ans, c'est une des possibilités que votre médecin va évoquer pour expliquer votre gène respiratoire. Si vous avez plein de questions auxquelles vous attendez des réponses, n'hésitez pas à vous rendre sur le site qui s'affiche sur votre écran. Ça s'appelle le soufflotest. C'est un test qui est réalisé pour évaluer votre souffle et éventuellement votre santé respiratoire. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à toutes Merci nos beaucoup. questions. Merci à vous. La France a réalisé un record de greffe d'organes en 2025, mais ce n'est pas pleinement satisfaisant. Non, parce qu'on ne compte pas assez de dons au regard des besoins, d'où l'importance de lever les freins et les peurs. Voyez ce reportage de Caroline Dieudonné avec Nicolas Margerand et Stéphane Joviado. La joie et le soulagement sur le visage de Manuela après 8 ans d'attente. Il y a quelques semaines, elle a reçu l'appel tant espéré. À 18h30, j'ai reçu un appel de mon hôpital et il y avait un médecin qui m'a dit « Écoutez, Madame Dejean, on a un rang pour vous ». J'étais encore au travail. Je dis ça à mes collègues, je dis « Écoutez, j'ai un appel ». Tout le monde me fait des cœurs, parce qu'ils connaissent ma situation. Et même maintenant, j'ai encore la voix qui tremble parce que c'est très émotionnel, très émotionnel. Avant la greffe, Manuela, atteinte d'une maladie rénale chronique, consacrait une partie de sa journée à la dialyse. Ça, 3 cartons, c'est de la dialyse pour un jour. Avant, j'étais obligée de faire au moins 5 jours par semaine une dialyse entre 2h30 et 3h. Et là, maintenant, liberté. Je vois mon corps, il reprend ses fonctions. L'année dernière, il y a eu plus de 6000 greffes en France, un chiffre record, mais insuffisant face aux besoins. L'Agence de la biomédecine constate par ailleurs un taux d'opposition en hausse. Un tiers des proches qui sont abordés dans le cadre d'un don témoignent d'une opposition, qu'elle soit réelle ou imaginée. Il faut que nous disions autour de nous quelles sont nos volontés si un jour cette question est posée. Si la plupart des Français se disent favorables au don de leurs organes, moins de la moitié ont fait part de leur position à leur entourage. Il subsiste aussi des idées reçues. Peu de jeunes se sentent bien informés. Peut-être que nous devons travailler à leur expliquer que le don d'organes, c'est quelque chose de parfaitement encadré, de parfaitement légal, de parfaitement respectueux du corps, qui respecte aussi les rites funéraires d'une religion et qui permettent de sauver des gens qui, aujourd'hui, sont en attente de greffe. Face à un délai d'attente qui peut atteindre plusieurs années, des associations demandent des mesures d'urgence. On a des personnes qui, aujourd'hui encore, meurent en liste d'attente de greffe, faute de greffe d'organes. C'est près de 1000 personnes par an et ça devient insupportable. Nous devons avoir plus de reconnaissance et d'accompagnement des donneurs et de leurs familles avant et après le don d'organes, qu'ils soient du vivant ou par donneur décédé. Début 2026, plus de 23 000 patients étaient en attente de greffe. On termine ce journal avec un événement improbable. 2 jumelles britanniques qui n'ont pas le même père. Oui, c'est la BBC qui relaie cette histoire incroyable, celle de Michel et Lavinia, qui ont découvert leur véritable origine en passant chacune un test ADN à l'âge adulte. Et voilà le résultat, elles ont bien été portées par la même maman, elles sont nées le même jour, à quelques minutes d'écart, c'était en 1976, donc ce sont des jumelles, enfin précisément des fausses jumelles, mais surtout, et c'est ça qui est improbable, elles sont demi-sœurs parce qu'elles n'ont pas le même père. C'est un cas rarissime de ce qu'on appelle la superfécondation hétéro-paternelle. Alors on va commencer par vous expliquer ce que sont de vrais jumeaux et comprendre ce qui a pu se passer.
les vrais jumeaux, c'est plutôt très simple. Vous avez un spermatozoïde qui va féconder un ovocyte. Et puis cet ovocyte et ce spermatozoïde vont se diviser et vont donner lieu à 2 jumeaux qui sont parfaitement identiques, notamment sur le plan génétique. Pour ce qui est de cette histoire, ce sont de faux jumeaux, ça semble évident. On va avoir 2 ovocytes qui vont être fécondés par 2 spermatozoïdes de 2 pères différents qui vont chacun donner 2 enfants et donner tout simplement ce qu'on appelle des faux jumeaux. Et ce qui est assez troublant, c'est que les rapports sexuels ont dû avoir lieu à chaque fois, quasiment sur une fenêtre très courte, car l'ovulation ne dure que quelques jours. Donc on a 2 pères différents. Bah, voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est une combinaison encore plus rare que de remporter le méga jackpot au loto. On estime qu'il y aurait une 20aine de cas recensés à travers le monde. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Bon. C'est un constat. C'est un constat. On va s'arrêter là, la constat et l'explication médicale. Merci beaucoup Emma et à demain. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions autour des blessures de la main et nous serons avec une chirurgienne spécialisée de la main. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans un désert médical où exercent 2 médecins qui sont frères et qui viennent du Costa Rica. Un coup de cœur pour un film américain avec Robert Pattinson et Jennifer Lawrence qui parlent de maternité et plus précisément de dépression du postpartum. C'est la chronique du docteur Jean-Victor Blanc. Que faire pour éviter les courbatures après une séance de sport? Eh bien, c'est la chronique du docteur Marine L'Orphelin. Nous répondrons à la question de Marguerite, une téléspectatrice qui aimerait savoir si les bocaux en verre sont plus intéressants pour conserver certains aliments et des légumes que les conserves tout simplement. Eh bien, c'est Rim qui lui répond dans un instant. Nous sommes en direct, on attend toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. Rim, Marine, Jean-Victor, très content de vous retrouver. Jean-Victor, je rappelle que vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous décryptez pour nous les films et séries et d'une manière plus générale la pop culture pour parler de santé mentale. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un film américain autour de la maternité qui s'appelle Die My Love. Exactement, Die My Love, il est sorti mercredi dernier au cinéma. C'est un film de Lynn Ramsay avec un casting très glamour, Jennifer Lawrence et Robert Pattinson. Ils jouent un couple de New-Yorkais qui part s'installer à la campagne dans le Montana et qui attend un heureux événement. Mais on va voir dans la bande-annonce qu'on est loin d'une comédie romantique classique. It's not New York, but no, it's ours. I think it's gonna be pretty sick. Where are you now? Burger place outside of Napa. What have you been up to? Nothing. When was the last time we had sex? It used to be good, right? It's still good, Grace. It doesn't exist, Jackson. It's not a thing. If you're not feeling good, maybe we should talk about it. This place is a fucking hole. You moved us into it. Where's your book going, by the way? Main character is about to batter her husband to death with a hammer. Shut Dit comme ça n'a pas l'air d'être vraiment la fête. Non, effectivement. Alors l'histoire, c'est celle de Grace, qui est une écrivaine, qui, lorsqu'elle tombe enceinte, c'est la panne sèche d'inspiration. Lorsque son bébé arrive, on voit qu'elle a du mal à connecter avec, ce qui va l'isoler. Son entourage, notamment son mari Jackson, a du mal à comprendre ce qui lui arrive. Et c'est vrai qu'on voit rarement la maternité comme ça à l'écran. On va donc parler notamment de baby blues et puis de dépression du postpartum. Baby blues, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de confusion autour de ces termes et donc c'est pour ça que je voulais qu'on revienne dessus. Effectivement, le baby blues, c'est en fait un moment, ça concerne 80% des femmes. Il va y avoir un moment émotionnel fort avec des pleurs, une irritabilité dont le pic est atteint au 3e jour. C'est pas une maladie. En général, ça cède spontanément avec notamment l'entourage de la personne et puis un petit temps d'adaptation. Seulement, dans certains cas, lorsque ça dure ou que c'est plus grave, en fait, effectivement, ça peut devenir une dépression du postpartum. Alors justement, le baby blues, ce n'est pas une dépression du postpartum, mais justement, c'est quoi une dépression du postpartum? La dépression du postpartum, déjà, il faut savoir qu'elle est plus fréquente que ce qu'on imagine. Elle concerne une mère sur 10, ce qui est beaucoup. Les symptômes, c'est avec ceux de la dépression, avec quelques spécificités. On va avoir une humeur qui est un petit peu plus variable. On va avoir des doutes sur les compétences maternelles. On va avoir une insomnie. On va avoir aussi des phobies d'impulsion. Ça va être par exemple la peur de laisser tomber le bébé. Et puis beaucoup
d'inquiétude envers le bébé. Ça peut même aller jusqu'à des idées suicidaires. Donc on comprend bien que cette dépression du postpartum, elle nécessite une prise en charge spécifique. Exactement. Il va y avoir besoin d'une psychothérapie, parfois de médicaments antidépresseurs. Et puis, ce qui a montré vraiment l'efficacité, c'est les visites à domicile d'infirmières spécialisées ou de sages-femmes. Ce qu'on sait aussi, c'est que le frein à la consultation, il est encore très fort aujourd'hui, notamment parce que c'est très stigmatisant de dire qu'on a une dépression alors que tout le monde imagine que c'est un moment très heureux. Et dans ce film dont vous parlez, Jennifer Lawrence, elle a de la dépression du postpartum? Alors, c'est une forme de dépression du postpartum qui est encore plus grave, qui s'appelle la psychose puerpérale. Alors, la psychose puerpérale, c'est un trouble délirant dans lequel les symptômes du délire vont être centrés en fait sur l'enfant. Ça va être par exemple penser que l'enfant est possédé par un démon ou qu'il est carrément qu'il a été échangé à la naissance, voire qu'il est envoûté. C'est un trouble qui est rare, avec du coup un risque assez important, notamment de passage à l'acte. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un risque suicidaire, la mère peut atteindre à ses jours, ou carrément un risque d'agression sur le bébé. Parfois, c'est des mères qui ont déjà un trouble. Dans d'autres cas, ça va être l'épisode qui va révéler un trouble. J'ai une patiente, par exemple, dont le trouble bipolaire a été diagnostiqué comme ça à l'occasion d'une psychose puerpérale. C'est vraiment une urgence médicale. Il y a besoin d'une hospitalisation pour des soins spécialisés, notamment par rapport aux risques qu'on a évoqués. Dans le film, on voit que Grace, elle est isolée, que l'entourage a un peu du mal à comprendre ce qui lui arrive, comme c'est souvent le cas dans la réalité. C'est un film que vous recommandez. On voit Jennifer Lawrence et Robert Pattinson dans des univers très différents. Un peu anxiogène, mais... Oui, c'est vrai que c'est un film qui est assez dur, certaines scènes sont assez violentes. Néanmoins, je le recommande. Alors déjà, la performance de Jennifer Lawrence, elle est assez incroyable. Hein. On a du mal à la reconnaître, même dans certaines scènes. Elle semble vraiment habitée par le rôle. Et puis, en tant que spectateur, on est vraiment plongé à l'intérieur de cette maladie de psychose puerpérale, avec un doute sur la réalité. Et ça, je trouve que c'est très bien réussi. Et puis, plus largement, je trouve que ce film, il aborde un sujet quand même complexe, hein, qui est de la maternité quand ça se passe mal, notamment l'ambivalence vis-à-vis de l'enfant à naître, voire on voit qu'elle se pose des questions sur est-ce qu'en fait elle a bien fait d'être mère ou pas, ce que ça change dans sa vie personnelle, intime, etc. Et c'est quelque chose qu'on voit assez rarement à l'écran, donc là-dessus je recommande ce film. Eh bien, merci beaucoup Jean-Victor pour ce joli coup de cœur. Et tout de suite on retrouve Marine l'orphelin. Il faut le regarder quand on a... Mais avant ça, on a reçu la question de Solange qui nous dit que son mari s'est fait mal avec un marteau sur un doigt. Le doigt est très noir et très douloureux, mais son mari refuse de consulter. Eh bien Solange, on va motiver votre mari à aller voir un docteur, croyez-moi, dans quelques instants dans notre dossier du jour qui est consacré aux plaies de la main. Marine l'orphelin, on rappelle que vous êtes médecin généraliste, que vous répondez aux questions de nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, une question du quotidien très concrète. Que faire pour éviter les courbatures après le sport? Rim, Jean-Victor, vous avez des courbatures après le sport? J'essaye toujours de m'étirer au moins un peu. Étirer, Ouais, on verra si ça sert à quelque chose. Bon. Jean-Victor? Oui, quand je fais une grosse séance de pilates, qui est un sport que j'aime bien, c'est vrai que ça m'arrive d'avoir des courbatures. Très bien. Eh bien, c'est à vous, Marie. C'est vrai que c'est assez fréquent d'avoir des courbatures. Hein. Ce sont ces muscles qui sont tendus, douloureux et qui parfois même nous empêchent de bouger correctement après une grosse séance de sport. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe anatomiquement lorsqu'on contracte déjà les muscles. Alors, je vous fais une petite démo très simple, hein, mais on peut contracter nos muscles de 3 manières différentes. Ils peuvent se raccourcir, ils peuvent rester statiques finalement, ils peuvent aussi s'allonger dans le mouvement. Et si on zoome vraiment au sein de l'anatomie des muscles, on découvre ces structures qui s'appellent les sarcomères et qui sont des structures en fait qui vont un peu coulisser les unes sur les autres. Et en fait, lors des courbatures, on peut voir des micro-déchirures au niveau des jonctions entre les unités motrices. C'est ça en fait les courbatures. Et donc c'est ces micro-lésions qui provoquent des courbatures, c'est le muscle qui se détruit et qui va se reconstruire. Exactement. En fait, c'est la réparation musculaire qui va créer un petit peu ces douleurs qu'on va ressentir. En fait, quand il y a ces micro-lésions qui se mettent en place au niveau des muscles, il va y avoir tout un largage de molécules chimiques qui va créer un petit peu d'inflammation localement. Et cette inflammation va servir à réparer les muscles. Donc, c'est totalement bénin, finalement, d'avoir des courbatures. Et c'est même bénéfique. En fait, il y a des petites cellules souches aussi au sein des muscles qui vont migrer à l'intérieur des lésions musculaires et qui vont réparer ces muscles. Et donc, ça va rendre les muscles un peu plus forts. Courbatures qui surviennent pas tout de suite, il faut un petit intervalle avant que ça arrive? C'est pas le jour même? Exactement, les courbatures surviennent plutôt 24-48 heures après un effort intense. Et donc, c'est normal parfois hein, que la douleur augmente même sur jusqu'à 2 jours. Alors, l'idée, c'est qu'on aimerait quand même éviter un minimum ces courbatures. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire au quotidien? Alors, tout à fait. Déjà, bien s'échauffer, c'est la base. Donc, au moins 10 minutes d'échauffement recommandé avant une séance de sport intensive. Et puis, on peut aussi limiter les courbatures en s'entraînant
dans l'effort, donc toujours un effort progressif. Je vais prendre un exemple très concret. Vous aimez randonner, vous avez souvent des courbatures en randonnant. On ne commence pas par une randonnée de 20 km, on va déjà commencer par 5, 10 km. Et puis on peut faire des exercices de renforcement spécifiques, de renforcement musculaire pour éviter les courbatures. Alors par exemple, avec ce même exemple de la randonnée, on va avoir des courbatures surtout à cause des descentes. En fait, c'est dans la descente que nos muscles vont travailler le plus. Donc, on va faire un exercice de renforcement avec des poids. Je vais prendre celui-ci aussi. Et on va s'entraîner à descendre, tout simplement, comme ceci, à freiner. Et là, on va travailler les muscles en les renforçant. Donc, le renforcement musculaire est nécessaire et peut aider. Mais si jamais les courbatures surviennent, est-ce qu'on peut essayer de les soulager? Est-ce qu'il y a des petits moyens simples? Il y a plusieurs moyens de soulager les courbatures et notamment des techniques qui ont été validées par des études scientifiques. Le plus efficace, ce sont les massages musculaires. Donc si vous avez un conjoint, une conjointe qui veut bien vous masser un petit peu, ça va stimuler la circulation sanguine et donc favoriser la réparation musculaire. La cryothérapie, les bains froids, donc à 10-15 degrés, maximum 10 minutes, là aussi avec un effet anti-inflammatoire. Après, d'autres techniques qui ont montré un peu moins leur preuve, je dirais, mais la photobiomodulation, c'est des cabines en fait à lumière rouge, lumière LED, qui vont favoriser la réparation des tissus et des compléments nutritionnels, par exemple, à base de protéines, qui vont favoriser aussi la réparation musculaire grâce aux acides aminés. Alors, Rim disait que vous étirez juste avant ou après le sport? Normalement, plutôt après et petit échauffement avant. Alors, est-ce que l'étirement avant ou après, ça change quelque chose? Alors, les études scientifiques n'ont pas démontré de bénéfice à s'étirer dans la prévention des courbatures. Donc déjà, avant, à froid, c'est plutôt pas recommandé de s'étirer. Par contre, on peut s'étirer si on sent que ça nous fait du bien, comme pour vous, Rim, après une séance plutôt à distance. Parce que si on le fait tout de suite, en fait, on peut accentuer les micro-déchirures au niveau des muscles, et donc c'est plutôt à éviter. Par contre, une bonne chose pour essayer de limiter les courbatures, et c'est un peu paradoxal, c'est qu'il faut bouger. Voilà, il faut essayer de rebouger, même quand on a mal musculairement. Donc je vous recommande vivement de marcher, éventuellement de faire un peu de vélo, sans mettre de résistance, juste faire mouliner les jambes. Ça va aider la circulation sanguine et limiter les courbatures. Pas de risque de blessure si on s'entraîne sur des courbatures? Alors, il vaut mieux éviter de s'entraîner sur des très grosses courbatures. Voilà, je vous disais plutôt un peu de récupération active, marche, vélo. Par contre, des courbatures légères, on peut faire un entraînement classique. Jean-Victor disait que sur les bonnes séances, il avait des courbatures, des bonnes séances de pilates. Est-ce que si on n'a pas de courbatures, ça veut dire que la séance n'a pas été efficace? Alors, pas du tout. C'est pas un marqueur d'efficacité. Vous allez travailler éventuellement d'autres choses, votre cardio, votre circulation sanguine. On n'est pas obligé de se faire mal musculairement pour être efficace. Et justement, on vous montrera un reportage d'ici la fin du mois où nous sommes allés avec l'ensemble de l'équipe faire une séance de pilates très particulière. Et je vous assure que Jean-Victor Blanc a été exceptionnel. On était tous jaloux. Il avait des qualités. Ouais, Jean-Victor était vraiment impressionnant. Voilà, il faudra patienter quelques semaines. Bientôt. Exactement. Merci beaucoup, Marine. Et tout de suite, on prend le pouls de la France. Dans notre Pouls de la France, cette semaine, on vous emmène dans la Sarthe, un département particulièrement touché par la désertification médicale. Mais certaines communes sont mieux dotées que d'autres. À Ivry-le-Paulin, 1700 habitants, il n'y a pas un, mais deux médecins, deux frères venus du Costa Rica. Safar Baroud, Kevin Vincent, Nathalie Vincenti. Asseyez-vous ça, comme si tu étais à ta maison. À Ivry-le-Paulin, on vient de partout pour se faire soigner par Gérald. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? J'ai besoin de mon renouvellement de traitement. Bien sûr que oui. J'ai besoin de quelque chose pour les migraines, parce que ça passe pas. Ok, décris-moi tes migraines par contre. Alors, elles sont là. Cet accent, c'est du Costa Rica où il est né que le docteur Gérald de Vieillepeau le tient. Sartois par son père, il a fait le choix de venir s'installer dans cette commune rurale il y a un peu plus d'un an. Là, c'est parfait. Les gens sont très chaleureux, ils sont contents de nous voir, les voir grandir, les voir vieillir. Si tu es un médecin de famille, on doit avoir un sentiment de famille. Et depuis que j'ai étudié la médecine, c'est ça que je voulais. Ça, on va faire un petit examen neurologique seulement parce qu'il y a une migraine. Moi, je l'appelle mon couteau suisse. Quand je parle de mon docteur, c'est mon couteau suisse. J'avais besoin d'humanité et de confiance. Et ça, je l'ai trouvé, donc ça a été très très bien pour moi. C'est vraiment ça. Oui. Au revoir. Cette confiance, ils sont 2300 patients à l'avoir accordée à Gérald depuis son installation. Bonjour, ça va. Parmi eux, Xavier, venu pour un bouton suspect. Ma femme, elle a dit c'est horrible.
Bon, viens, on va voir. Assez rapidement, Gérald rassure son patient. Non, c'est pas un mélanome, c'est une kératose séborrhéique. Est-ce que tu veux l'enlever? Ah ben oui, je veux bien, mais si ça fait pas trop mal non plus. Pas de temps à perdre, Gérald le couteau suisse passe à l'action. On va les brûler. Ah. Résiste. C'est ça. Je te donnerai un petit chocolat après. Avant d'être médecin en Sarthe, Gérald a été urgentiste et pratiquait des gestes chirurgicaux. Une compétence qu'il met aujourd'hui au service de ses patients. À la campagne, c'est déjà difficile de trouver des spécialistes parce qu'ils sont vraiment débordés. Ça prend 2 mois pour le patient d'aller voir un dermato ou quelqu'un. C'est pour ça qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut. Pardon pour la torture. Une torture pourtant accueillie avec le sourire dans ce département durement touché par la désertification médicale. Quand je suis arrivé en Sarthe, il y avait un médecin pratiquement dans chaque commune. Et petit à petit, ils sont partis et on a eu de la chance que le docteur Vieillepeau arrive. Une gratitude partagée par de nombreux patients de ce cabinet. Ah. Et bougez pas. Je bouge pas. C'est le petit cadeau de Pâques. Merci beaucoup, madame. Ah, c'est gentil. On a la chance d'avoir nos 2 docteurs. Ils ont mérité leur chocolat. Jean-Paul n'est pas encore au courant, mais... Jean-Paul, le 2e médecin du cabinet, Gentil, merci beaucoup. n'est autre que le frère de Gérald. Petit café? Oui. Ça, c'est des laits en poudre. Ça vient de Costa Rica. Un goût de chez nous. En 2010, c'est Jean-Paul qui quitte le premier le Costa Rica. Je voulais partir aux États-Unis et c'est mon père qui m'a dit pourquoi tu viens pas en France? Il y a un manque de médecins, tu es français. Jean-Paul effectue un stage de 6 mois au Mans pour avoir le droit d'exercer et s'installe à Ivry-le-Paulin. Gérald décide alors de le suivre, mais entre-temps, la loi a évolué. Son diplôme costaricien n'est plus reconnu. L'homologation ne se faisait plus de la même manière. Ils ont demandé à réétudier une spécialité et j'ai fait médecin de famille et urgence. Après 6 ans d'études supplémentaires, tous ses efforts ont enfin payé. Gérald a pu rejoindre son frère. On est très proches. On a les mêmes goûts pour tout. C'était un bon exemple à suivre, donc. Quand on a des doutes, on appelle l'autre. Quand il n'est pas là, je vois ses patients. Quand je ne suis pas là, il voit mes patients. Donc c'est vraiment un rêve de pouvoir avoir mon frère ici et travailler ensemble. C'est vraiment un rêve. Un rêve pour Jean-Paul, mais aussi pour Catherine Donnet, la maire de la commune. Bonjour Gérald, comment vas-tu? Madame le maire. Pour elle et son équipe, gérer une commune aujourd'hui attractive est une grande source de fierté. La ruralité sans médecin, c'est compliqué. Nous avons de la chance, on a tout ce qu'il faut sur la commune pour bien vivre. Nous avons médecins, nous avons pharmacie, nous avons kiné, nous avons infirmière. Tant mieux. Comme ça, Ivry-le-Paulin se fait connaître. Une chance pour les habitants, une exception dans le département où on ne compte plus que 5 médecins généralistes pour 10 000 habitants. Et bravo à ces 2 frères. Un appel à témoins. Votre glycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre, est trop élevé et votre médecin vous alertait sur un risque de diabète dans les années à venir. Votre témoignage nous intéresse pour une future émission. N'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche, le 01 76 52 59 79, ou par mail cgardeil@17juin.fr. Et tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. Et c'est donc Marguerite qui nous a écrit en nous demandant si les bocaux en verre sont plus intéressants que les conserves et lesquels il vaudrait mieux choisir pour notre santé. Alors je ne sais pas, vous êtes plus bocaux ou conserves en général quand vous allez au supermarché? C'est une très bonne question existentielle. Je me suis jamais posée. C'est vrai qu'on prend ce qu'il y a. Les asperges, asperges, moi c'est en bocal. Oui, je suis d'accord. Mais après, les petits pois, plutôt en conserve. Donc ça dépend. Oui, ça dépend. Oui, c'est presque... Ça, on se pose même pas de questions, en fait, Jean-Victor. Un peu les deux. Et souvent, je me dis, conserve, c'est plus léger, donc ça dépend aussi de ce qu'on a déjà dans le panier. Voilà. Bon, on va voir niveau santé ce qu'on dit. Déjà, on va rappeler que les 2 types de contenants, ça conserve les aliments de la même manière. C'est une stérilisation thermique qui va permettre de conserver les aliments très longtemps et surtout sans risque. Donc, comme vous l'avez dit, on trouve des conserves et des bocaux de quasiment tous les légumes et également des légumineuses. Et ils sont très appréciés par les consommateurs
parce qu'ils sont pratiques, mais aussi peu chers. Et c'est vrai qu'en ce moment, les gens font attention. Donc voilà, c'est vraiment très apprécié. Et si on regarde en détail, qui gagne, des conserves ou des bocaux? Alors, match très serré. Ils ont chacun des avantages et des inconvénients. C'est ce que m'a détaillé la diététicienne Marie-Laure André. Pour les bocaux, ce qui est très très bien, c'est que c'est un matériau qui est extrêmement stable pour conserver les aliments. Il n'y a aucun transfert de particules. Le verre, c'est vraiment un très très bon matériau. L'autre point positif, c'est qu'on peut les réutiliser. Si par exemple vous faites une préparation ou quelque chose, vous pouvez à nouveau utiliser le bocal une fois nettoyé. Dans les moins, eh bien, c'est que c'est du verre et donc c'est translucide. Donc notamment pour certaines vitamines comme la vitamine C, eh bien, il faudrait protéger de la lumière. Mais globalement, le verre est jugé comme un meilleur matériau. Et pour ce qui est des conserves, parce qu'on se dit conserve, il y a de l'aluminium Oui, ou pas? c'est vrai qu'il y a un peu d'inquiétude. On va être tout de même rassurant. Donc elles sont faites de plusieurs couches. C'est soit de l'acier qu'on appelle aussi du fer blanc, soit de l'aluminium. Et à l'intérieur, il y a un revêtement intérieur qui est du vernis alimentaire. Alors c'est vrai, il y a un peu plus de migration de particules, mais à ce jour, en tout cas pour les autorités de santé, il n'y a pas de risque pour notre santé à les consommer. Leur gros avantage, c'est qu'elles sont totalement hermétiques à la lumière. Elles se conservent extrêmement longtemps. Et niveau prix, c'est en moyenne 20% moins cher que les bocaux pour le même aliment. Et en termes nutritionnels, est-ce qu'il y a une différence entre des conserves ou des bocaux? Alors, pas de différence significative. Le liquide de conservation, c'est toujours globalement le même, qui est un petit peu salé, parfois avec un peu plus de sucre ajouté également, d'où l'intérêt de les rincer avant la dégustation. Le conseil, ça serait de privilégier donc conserve ou bocaux sans additifs, sans conservateur et avec le moins de sodium possible. Et la bonne nouvelle, c'est que comme les légumes sont généralement mis dans les bocaux ou les conserves juste après la récolte, eh bien, ça garde les fibres, les minéraux, les protéines et la plupart des vitamines, excepté la vitamine C qui est un petit peu moins là. Et puis, c'est disponible toute l'année. Quelques conseils pour conserver justement ces conserves ou ces bocaux? Oui, alors la conserve, ce qu'on va faire, c'est déjà ce qui est bien, c'est qu'on peut la conserver plusieurs années. La date est écrite dessus, mais on peut souvent la dépasser sans trop de risques. Là où il faut faire attention, c'est si vous avez, par exemple, une conserve qui est un petit peu bombée ou abîmée. Là, ça peut indiquer un risque de contamination, donc c'est à jeter. Pour les bocaux en verre, voilà, je vous le disais, on les met à l'abri de la lumière. Et en gros, pour ces deux types de contenants, une fois ouverts, on les garde max 2-3 jours au frigo. Ça, on peut le transvaser notamment dans un bocal, enfin pas un bocal, mais un contenant, vous savez, en verre à mettre au frigo. Et puis, ce qui est quand même important, même si c'est intéressant nutritionnellement, c'est d'alterner avec, par exemple, du surgelé et surtout du frais. Comme ça, on a l'ensemble des vitamines. Eh bien, merci Rim de toutes ces précisions. Comment on fait pour les prochaines questions? Donc, c'est rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. On passe à notre dossier du jour. Un couteau qui dérape, une porte qui claque, une morsure de chat. On recense un accident de la main toutes les 22 secondes en France. Et les conséquences peuvent être graves, car la main est un organe très complexe. On vous donne plein de conseils de prévention et on vous dit quoi faire en cas d'accident avec une spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le professeur Adeline Cambon, chirurgienne orthopédiste à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez encore nous envoyer vos questions par SMS au 41 555. Alors c'est vrai que c'est des accidents qui sont très fréquents, mais on imagine toujours que ça se passe à la maison, mais une cause fréquente, c'est sur les lieux de travail notamment, non? Il y a beaucoup d'accidents du travail. Exactement, le tiers des traumatismes de la main se produit au travail. Alors, on a parfois des équipements de protection qu'on a tendance à ne pas utiliser, mais parfois on n'en a pas du tout. Il faut être vigilant, il faut être concentré en toutes circonstances. Même quand c'est un métier dont on a l'habitude, on imagine le menuisier, il connaît son métier par cœur, c'est presque automatique. Bien, malgré tout, les équipements de protection au travail sont vraiment non négociables. Oui, voilà. Et puis après tout, les accidents en général, c'est quand on est dans une situation de faux confort, de fausse réassurance. Les accidents de la route, c'est la proximité de son domicile, etc. Là, on est moins concentré et on fait des bêtises. Alors, vous expliquez pourquoi il est important de consulter en cas de plaie de la main, parce que finalement, la main, ça paraît simple, mais c'est un organe qui est extrêmement complexe. Lorsqu'il y a un accident, vous pouvez évidemment vous fracturer les différents os de la main, mais même s'il n'y a pas de fracture, il y a de nombreux éléments nobles qui peuvent être atteints sans pour autant donner beaucoup de symptômes. Vous avez évidemment des ligaments qui peuvent être sectionnés, des tendons, mais vous pouvez également avoir des nerfs, des vaisseaux sanguins ou des artères. Vous voyez là l'ensemble du réseau au niveau de la main, et je pense qu'on n'a même pas matérialisé
toutes les structures, tant elles sont fréquentes et complexes. Vous avez évidemment en jaune les nerfs, les veines en bleu et les artères. Ce qui fait que même une petite plaie de la main nécessite une consultation parce que souvent on se dit « Oh, il n'y a pas grand-chose, j'ai peut-être pas besoin de voir le docteur. » Mais je pense en particulier aux plaies par verre. Un tout petit morceau de verre va être très tranchant, on va avoir une plaie de quelques millimètres et on peut sectionner les tendons, des nerfs. Il y a parfois des grandes surprises sur les plaies par verre. Donc plaie par verre, qui est-ce qu'on Prudence. consulte dans ces cas-là? Alors, finalement, ça dépend un peu où on est aussi. Si on a une plaie profonde, inquiétante, il faut aller directement aux urgences. Ça, c'est sûr, d'un hôpital à proximité. Si on a un doute, ça a l'air assez superficiel, ça n'a pas l'air bien inquiétant, on peut voir son médecin généraliste ou on peut aller voir son pharmacien aussi. Et on a quel délai avant de devoir consulter? Parce que des fois, on se dit qu'il faut aller vite. Imaginons qu'on se fait ça à 3 h du matin, ça saigne pas la rage. Est-ce qu'on doit aller aux urgences à 3 h du matin ou est-ce que ça peut attendre le lendemain? Si c'est une petite plaie où on n'a aucun doute sur la vascularisation du doigt, par exemple, je pense qu'on peut attendre quelques heures. Mais on dit généralement qu'une plaie peut être suturée, une plaie toute simple, peut être suturée aux urgences dans les 6 heures, sans qu'on ait besoin de retirer un peu les bords chirurgicalement pour des raisons de risque d'infection. Et à la maison, qu'est-ce qu'on fait dans l'intervalle en attendant de consulter? On doit mettre un pansement, on nettoie, on désinfecte? Voilà. Je pense qu'un nettoyage au savon, c'est bien. On peut mettre un désinfectant X ou Y dessus au cas où ça soit un peu plus profond et un bandage. Et est-ce que la douleur est un signe de gravité pour la main? Non, je ne pense pas. Non. Ça veut dire qu'on peut avoir des plaies plutôt sérieuses sans une grande douleur. Exactement. On a cette question de Karim qui nous dit « J'ai du mal à plier un doigt depuis une blessure qui a été mal soignée. Est-ce qu'un tendon a pu être touché si on a du mal à plier le doigt ?» Oui. Après, il faudrait voir depuis combien de temps, le délai depuis le traumatisme. Mais oui, la première hypothèse, c'est qu'il y a une section d'au moins un tendon du doigt. Et si on attend trop, il est possible de ne plus pouvoir réparer ce tendon? Exactement. Les tendons se rétractent. Si on attend plus de quelques semaines, on va dire 3 maximum après l'accident, eh bien, on va devoir partir sur des procédés de reconstruction qui sont plus lourds que la simple réparation primaire et dont les suites sont plus complexes et le résultat plus aléatoire. Solange nous dit que son mari s'est fait mal avec un marteau sur le doigt. Le doigt est noir et douloureux, mais son mari ne veut pas consulter. Ça ne m'étonne pas. Quand elle dit le doigt, peut-être qu'elle pense à l'ongle en particulier. Eh bien, peut-être qu'il y a une fracture déjà. Ma première hypothèse, c'est qu'il y a une fracture de la 3e phalange avec un hématome sous l'ongle. Une sorte de fracture ouverte, mais le sang serait resté sous l'ongle et donc ça lui donne un aspect noir. Je pense que ça peut être intéressant de faire une radiographie et de voir quand même un chirurgien ou d'aller aux urgences déjà. Pourquoi est-ce que tu as dit que ça ne m'étonne pas? Parce que les gens finalement négligent parfois leurs plaies? Les bricoleurs peuvent négliger certains traumatismes, tout comme un rugbyman arrivera en boitant en disant « ce n'est rien ». Il y a peut-être quelque chose quand même. S'il a effectivement une déchirure du lit de l'ongle avec une fracture, ça pourrait s'infecter. Voilà. Moi, je me rappelle, pendant l'internat et garde aux urgences, on nous disait toujours d'explorer les plaies de la face palmaire. Est-ce que ça, c'est un conseil qu'on peut donner ou pas? C'est trop... Ça voudrait dire que les plaies de cette zone de la main seraient potentiellement plus graves que les plaies des dos de la main? Alors, effectivement, les nerfs qui donnent la sensation et les artères qui vascularisent sont palmaires. En dorsale, on a plus les tendons et les veines, mais d'un autre côté, elles sont complètement superficielles. Donc, une plaie dorsale d'un doigt, à coup sûr, vous coupez un tendon. Mais effectivement, toute plaie palmaire, idéalement, justifie une exploration au bloc opératoire pour vérifier qu'il n'y a rien d'abîmé, même si à l'examen, on ne décèle pas de déficit de Donc, en fait, le message, c'est que toute plaie de la main doit être évaluée par un professionnel de santé. Absolument. Jean-Victor. Les risques, justement, si on ne consulte pas, peut-être pour aider certains téléspectateurs à se motiver, vous avez parlé du risque d'infection. C'est quoi finalement le risque? Si on se dit, voilà, j'ai une plaie bénigne, je ne consulte pas, qu'est-ce qu'on doit surveiller et surtout, qu'est-ce qu'on peut risquer? Exactement. Alors, s'il y a une infection qui se déclare, ce qui ne sera pas systématique, la main, ça se défend plutôt bien, vous allez avoir des signes d'abcès de base, c'est rouge, c'est inflammatoire, ça gonfle, ça fait mal, ça, c'est pas compliqué, vous consulterez à ce moment-là. Mais ce qui m'inquiète, c'est pas tellement que ça s'infecte, c'est qu'on soit passé à côté de la section d'un tendon ou d'un nerf qu'on diagnostiquera longtemps après. Et là, pour le coup, la reconstruction ne donnera pas des résultats aussi bons que la réparation initiale. Claudie nous dit qu'elle a tendance à négliger les petites blessures. Elle bricole beaucoup, elle fait du jardinage. Elle nous demande est-ce qu'elle risque vraiment quelque chose avec les petites blessures. Oui,
sans aucun doute. Elle peut s'infecter. En particulier, une petite écharde ou une épine de rose. Si elle ouvre la gaine des fléchisseurs, c'est-à-dire l'enveloppe des tendons qui plient, elle peut avoir un phlegmon. C'est une infection très très grave. Donc moi, je conseille à Claudie d'avoir un désinfectant en spray chez elle. Et puis, le moindre bobo sera aspergé sur le champ. Et autre petit conseil perso, si on a parfois un bout de doigt qui devient un peu inflammatoire, on a coupé un ongle pas comme il faut et tout, on n'en est pas au stade du panaré, mais on sent que ça commence à faire un peu mal, et bien justement, un bain dans un désinfectant du bout du doigt, 10 minutes, 2-3 fois par jour, ça règle le problème immédiatement. Alors il y a plein de désinfectants, l'exomidine, le daquin, la biseptine, on prend n'importe quel désinfectant? Biseptine et daquin, c'est probablement les deux meilleurs. Et la biseptine, ça ne pique pas, donc idéal. On a cette question de Julie qui nous dit être tombée le mois dernier. Son doigt était de travers, puis il s'est remis tout seul. Elle nous demande si elle doit s'inquiéter. Bon, alors s'il était vraiment de travers, probablement qu'elle a luxé une articulation. Elle s'est disloquée une articulation. Bon, il s'est réduit, c'est super. Mais enfin, probablement qu'il y a des ligaments stabilisateurs de l'articulation qui ont été abîmés. Généralement, ça nécessite une évaluation. Mais d'un autre côté, on immobilise au minimum ce genre de dégâts. Donc si elle a tardé autant, c'est qu'elle a dû conserver une certaine mobilité. Peut-être que son résultat sera quand même excellent. Toutefois, si vous vous déboîtez complètement un doigt, je pense que ça peut être bien de voir un professionnel. Et puis je vais vous présenter un aliment qui est bon pour la santé, mais que vous n'aimez pas trop, vous les chirurgiens orthopédistes. C'est ça, l'avocat. Car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais l'avocat est l'un des pires ennemis de notre main. De nombreuses personnes se blessent en le découpant. Au SOS Main de Trappes, en région parisienne, on prend en charge au moins 3 blessures de ce type chaque semaine. Reportage Radija Darezig, Julien Nativelle et Lucie Dulois. Chez votre primeur, ils sont souvent en tête de gondole. Les avocats, les stars des repas ensoleillés. Mais pour accéder à leur chair, il faut d'abord parvenir à les ouvrir sans se blesser. Et sur la manière de faire, les théories fusent. S'il est comme celui-là, voyez-vous, un petit peu mou, il va se couper facilement et le cœur va bien s'enlever. Donc ça, c'est nickel. Moi, je prends un couteau puis je tourne autour, au milieu. J'essaie de le ramasser avec la cuillère ou je le plante avec une fourchette. C'est moins dangereux que le couteau. Karine, 55 ans, a quant à elle une toute autre technique. Et il y a quelques semaines, elle s'est blessée. Couteau criminel. En préparant une entrée à base d'avocat. Et lorsque j'ai voulu enlever le noyau, j'ai pas une très bonne technique en fait. Et voilà, donc mon couteau a glissé, a ripé et est venu se mettre ici exactement. Je suis vite venue à l'évier, mettre un peu d'eau pour enlever le sang. Après avoir repris ses esprits, elle se rend à la pharmacie qui l'oriente vers un service hospitalier spécialisé. Elle est opérée en urgence. Plusieurs nerfs ont été sectionnés et doivent être reconstruits. Pendant 15 jours, la main gauche de Karine est complètement immobilisée. Pour moi, c'était une toute petite blessure et que ça prenne un tel impact, un arrêt de travail. Je ne pouvais pas cuisiner, m'occuper des animaux, des choses comme ça. Mon mari et mon fils m'ont assisté. Une semaine après l'opération, Karine a rendez-vous à l'hôpital où elle a été prise en charge. Sa plaie va être inspectée et son pansement changé. Bonjour madame. Les accidents de la main liés à l'avocat sont très fréquents. Dans ce service, on recense au moins 3 cas par semaine. L'explication des patients est toujours la même. C'est-à-dire qu'ils ont fait une bêtise, pourtant ils font très attention, ils ne comprennent pas, mais on en a tout le temps malgré la prévention qui est faite. Des blessures qu'il ne faut pas sous-estimer. Allez-y, pliez. Car elles peuvent avoir de lourdes conséquences sur la mobilité de la main. Pour l'avocat, les plaies sont toujours dans cette zone-là. Donc en fait, selon l'orientation du couteau, qui peut aller par là, par là, par là, donc il peut y avoir des lésions dans tous les plans de l'espace, et avec des lésions qui vont être étendues aux tendons, aux nerfs ou aux artères, qui vont avoir un retentissement sur la fonction de la main. Et pour éviter que vous ne vous blessiez en ouvrant un avocat, le chirurgien a quelques conseils à vous donner. Pour dénoyauter l'avocat, le plus simple, c'est d'utiliser la lame du couteau et de taper sur le noyau en lui-même. Et lorsqu'il est rentré dans le noyau, de faire pivoter la lame pour décoller le noyau et l'extraire facilement. Et si vous voulez éviter tout risque, le mieux est encore d'utiliser une cuillère à soupe, à condition bien sûr de trouver un avocat mûr.
l'accident de l'avocat, mais un autre accident fréquent, c'est l'accident de mandoline. Alors l'accident est différent, mais il peut être également très douloureux. Ah oui, oui, oui. Et même particulièrement à la pulpe des doigts, c'est très énervé. Alors évidemment, la mandoline, c'est extrêmement tranchant, on va vite, et là, c'est le drame. Alors, le problème, c'est au bout de l'objet, hein. Bien sûr, au milieu, bon, c'est pas grave. Si je vais très vite comme ça, je vais finir par m'éplucher le doigt. Alors, il y a des petits objets comme ça de stabilisation qui sont vendus avec, généralement. Ça, c'est pas mal. C'est sûr qu'il faut prendre le coup de main, mais ça se fait. Hein. Là, je ne risque pas de me blesser. Ah, c'est très efficace. Waouh. Et puis, bon, je ne sais pas si ça aura beaucoup de succès, mais il y a bel et bien des gants en Kevlar qui permettent d'éviter de se blesser. Bon, au quotidien, ça ne me paraît pas top pratique. Mais au moins, ça permet d'éviter de se blesser parce que ça peut arracher un morceau de la pulpe. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas on peut pas tellement suturer cette zone. Juste une petite zone. En fait, on appelle ça un scalp. Vous dites avec le sourire. Voilà. Moi j'adore parce que puis, vous aurez soigné. un Top Chef. Ah, c'est le grand moment quand même, hein, la mandoline. En fait, ça peut cicatriser très très bien, mais il y a une petite astuce, ça s'appelle le pansement occlusif. C'est une invention, on va dire, c'est l'équipe de Besançon qui a développé ça. C'est pas juste des pansements normaux, c'est des pansements complètement hermétiques qu'on ne change qu'une fois par semaine, donc ils sont tout dégueux. C'est normal, imperméable, et là, ça vous reconstitue une pulpe avec les lignes du doigt à normal, on trouve ça magnifique. En fait, c'est un pansement tout bête, transparent, ça s'appelle un Tegader, mais là, il faut que vous soyez suivi par un chirurgien. Donc c'est plutôt le médecin qui vous prescrira ce type de pansement. Oui, je pense que c'est surtout les chirurgiens de la main qui connaissent ça. Laurence nous dit qu'elle s'est coupée avec du verre. La plaie est petite mais profonde. Elle nous demande comment savoir si du verre est à l'intérieur. En fait, le verre, il est très rarement à l'intérieur de la plaie. C'est pas ça le problème. Si, il peut y en avoir. Eh bien, là, de toute façon, elle va devoir être opérée. Donc, il n'y aura pas de souci. Et elle aura une radio. Parce que certains verres sont radio-opaques. Et nous, on recherche sur la radio les petits morceaux. Et pas tous. Dans ce cas-là, on les cherchera en vrai. Cet été, on va manger des huîtres. Donc aussi, accident d'huître, vous aimez pas trop, vous, les huîtres, les chirurgiens? Non, c'est exactement comme les avocats. C'est-à-dire que, donc là, pour le coup, c'est vraiment pour ça que ces gants ont été conçus. Je pense, idéalement, même ceux avec des petites mailles, voilà, comme ça. Parce que c'est quoi, une ouverture d'huître? C'est, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien et qui a bu peut-être un petit coup avant, c'est de diriger vers sa paume un objet contendant. Il faut le faire, hein, quand même. Bon. Et donc là, vous vous piquez, et pas n'importe où, vous vous piquez au niveau des tendons fléchisseurs, et là, vous contaminez l'espace où ils se coulissent, et bim, c'est le phlegmon, l'infection de la gaine, et ça, c'est très grave. Ça nécessite une chirurgie assez extensive, donc prudence. Il nous reste peu de temps pour répondre à un maximum de questions. Léna nous dit, si un enfant se coince les doigts dans une porte, on fait quoi? Alors ça on va aux urgences, c'est clair. Ça s'appelle un doigt de porte. Il y a probablement une fracture associée de la phalange, une déchirure du lit de l'ongle. Si on ne veut pas qu'il y ait de séquelles à la fois esthétiques et d'infection, il faut voir un professionnel aux urgences. Laurent nous dit qu'il s'est fait une petite plaie qui devient rouge et chaude. Il s'est fait piquer par un insecte, il s'est beaucoup gratté. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Eh bien, oui, il est en train de développer une infection. Ça peut être très localisé, évoluer bien, ce n'est pas sûr. Ça peut devenir aussi très grand, faire un érysipèle. Donc une infection bactérienne. Et là, il faut voir un médecin, il aura des antibiotiques et peut-être même un geste chirurgical pour retirer la zone vraiment très infectée centrale. On parle des insectes, mais il y a également les chats, notamment. Griffures, morsures de chat, ça peut être dangereux sur la main? Oui, la particularité des morsures de chat, c'est qu'elles s'infectent à une vitesse folle. En 6-12 heures, vous avez une main gonflée, rouge, très inflammatoire, et du pus qui apparaît. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, Pasteurella, ça s'appelle le microbe spécial qu'il y a dans les bouches des chats, et ça s'opère. Quelqu'un qui s'est brûlé la main, Louise, nous demande si elle peut se soigner toute seule alors qu'il y a des cloques. Il faudrait voir l'image pour se rendre compte de la profondeur. Si c'est très superficiel, si c'est juste une petite cloque comme ça, oui, elle peut gérer ça toute seule. C'est s'il y a une zone insensible avec une peau blanche écartonnée, non, là, il faut aller voir un professionnel. Les pharmaciens sont de bons conseils aussi. Exactement, consulter un professionnel, quelle que soit la plaie de la main. Bien, merci, professeur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, on répond à toutes vos questions autour des traitements dans la fibromyalgie. Et c'est un sujet qui est très rarement traité. Donc, on vous retrouve demain. On retrouvera également Joël Goron qui nous présentera sa chronique littéraire. Je vous souhaite une excellente journée sur France 5. À demain.